Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Voix de pionnier. Alors, Voix de pionnier, c'est un dispositif qui existe depuis plusieurs années maintenant, qui grandit. C'est un dispositif apprenant et inspirant qui est animé par des dynamiques régionales qui soutiennent les organisations engagées dans des trajectoires plus soutenables et qui ont décidé surtout de faire évoluer leur modèle économique en s'appuyant notamment sur le référentiel de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Donc, parmi ces clubs qui animent à tour de rôle ces épisodes de Voix de pionnier, on a Necoé, donc Colline qui vous accueille avec moi aujourd'hui. On a Terre EFC Occitanie, Terre EFC Île-de-France que je représente, ADI Nouvelle-Aquitaine, j'ai vu que Sébastien s'était connecté, Angers Technopole avec Evelyne Maillet. Et on accueille aussi aujourd'hui un nouveau club, le club INE, Initiative Normande pour de nouveaux modèles économiques. Et c'est sa déléguée qui animera la partie questions-réponses avec notre témoin du jour. Donc, chaque premier vendredi du mois, nous donnons rendez-vous pour découvrir la trajectoire d'un ou d'une dirigeante. Donc, aujourd'hui, une dirigeante qui a fait évoluer son modèle. Et c'est des régions différentes, des secteurs d'activité différents, des tailles d'entreprises différentes, mais à chaque fois des parcours absolument uniques. Ces voix de pionniers sont disponibles sur YouTube et en podcast sur Arte Radio, si vous voulez redécouvrir les épisodes précédents. Alors, notre temps aujourd'hui ensemble, il est divisé en plusieurs parties. Ça va se terminer à 10 heures. On prend l'engagement en fait de vous libérer à 10 heures pour que vous puissiez enchaîner avec vos rendez-vous et autres visios. C'est un échange d'une quarantaine de minutes avec la dirigeante qui est suivi de questions-réponses. Alors, on vous invite à mettre vos questions au fur et à mesure dans le chat. Soit on les traite au fur et à mesure, soit à la fin du témoignage vers 9h30. Donc là, on aura un temps un peu plus complet de questions-réponses. Une petite synthèse de 3 minutes pour revenir sur des concepts qu'on a abordés avec la dirigeante. Et puis, derrière, on vous donnera les prochains rendez-vous en région et à Paris avec voilà, les animations de ces différents clubs partenaires que je vous ai présentés rapidement tout à l'heure. Donc, je vais laisser la parole à Sarah Bourget du club INE, Initiative Normande pour le nouveau modèle économique, et surtout à Laure Maricio de l'entreprise Lavomatic qui a accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Laure. Je vais commencer par te présenter succinctement et excuse-moi pour ce court résumé, mais c'est pour mieux te laisser la parole juste derrière. Donc Laure, tu es co-dirigeante d'une entreprise de plusieurs sites et activités de pressing et de laverie automatique. Et tu commences ta vie professionnelle par des expériences de terrain, en restauration rapide, en industrie, où là, tu vas trouver ce qui t'anime. Mais surtout, tu ressens le besoin de consolider ces expériences par des reprises d'études et des formations. Tu deviens diplômé de bac+5. Et là où tu te sens à ta place, c'est dans la question de management et de RH. D'ailleurs, ton souhait, c'est d'abord de développer les gens en lien avec l'entreprise. En parallèle, il y a une entreprise familiale qui se crée en 1982 par ton grand-père et qui est reprise en 1995 par ton père. Cette entreprise-là existe et puis elle poursuit son développement. Et toi, tu te sens totalement étrangère à l'objet pressing, laverie et à la manière dont l'entreprise est gérée. C'est pourquoi, lorsque ton père te demande de rejoindre l'aventure en 2015, tu réponds non. Et 2 ans après, alors que ton frère est embarqué, tu changes d'avis. Et finalement, tu dis oui. À toi. Oui, que dire de plus? C'est exactement, c'est tout à fait bien résumé et synthétisé. Effectivement, je dis oui. Alors, je dis oui parce que mon frère, effectivement, a intégré l'entreprise et a repris aussi des études parce que mon frère est plombier chauffagiste frigoriste de formation. Donc c'est lui qui gère, qui maîtrise la partie technique de l'entreprise. Et l'idée de mon père, c'était quand même qu'un des enfants reprenne, même s'il ne nous l'avait pas dit officiellement comme ça. Et donc il a repris des études pour être donc l'école des managers, pour pouvoir prendre la structure et puis développer l'entreprise. Et quand il a commencé ça, il a dit non mais moi c'est pas mon job.
Moi, mon métier, c'est d'être technicien et c'est pas de faire de la stratégie, c'est pas de faire des tableaux de bord, c'est pas de piloter une entreprise. Et donc, du coup, moi, j'étais en congé maternité à ce moment-là et je l'ai accompagné sur le diagnostic de l'entreprise, enfin, dans le cadre de sa formation. Et quand j'ai fait ça avec lui, finalement, complètement inconsciemment, parce que ça restait tout à fait toujours pas mon projet de revenir, de prendre l'entreprise, mais j'ai découvert en fait le fait que l'entreprise était constituée d'êtres humains et pas simplement de machines à laver. C'est un peu l'image que j'en avais quand même. De me dire, c'est une très belle entreprise saine, j'ai vu mon père travailler dedans, j'ai vu tout l'amour et toute la passion qu'il a mis dans le développement de son métier. Et, toujours très investi, mais pour moi, ça restait de la machine à laver, quoi. Et je voyais pas bien ce que je pouvais y faire avec la partie du coup humaine. Et en fait, en faisant ce diagnostic et ensuite la projection avec mon frère, bah, j'arrêtais pas de dire, ah, mais une telle, tu pourrais lui proposer de faire ça, tiens, vous pourriez faire ça, etc., etc. Enfin bref. Ce qui fait qu'effectivement, un an après, quand il est venu me reproposer de reprendre l'entreprise en me disant que ce qu'on avait créé avec mon frère au moment de sa reprise d'études était plutôt sympathique, j'ai fini par dire oui, parce que de mon côté, j'avais de toute façon envie de ne plus faire que des ressources humaines pures et je voulais reprendre un peu un métier un peu opérationnel avec une équipe à manager en direct. Et du coup, c'était l'occasion de le faire et d'ajouter, on va dire, une ligne sur mon CV. Et j'avais dit, je viens pour 2, 3 ans. J'aide mon frère à structurer et je m'en vais. Et c'était il y a combien de temps? Et c'était il y a 7 ans. Enfin, bientôt 8, ouais, ça fait 7 ans depuis septembre. Et le 30 décembre de l'année dernière, on a signé la reprise avec mon frère. Donc, en fait, je ne suis pas partie. Et je compte pas partir finalement. Euh, Alors, raconte-nous, quand tu arrives à la tête de l'entreprise, c'est quoi l'activité? C'est quoi le modèle économique? alors, quand j'arrive dans l'entreprise en 2017, le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'était à peu près, enfin, c'est pas à peu près, j'ai regardé, du coup, 826 000 euros. On était 16 collaborateurs, donc en nombre d'êtres humains, hein, s'il fallait le ramener en équivalent temps plein, en ancienne bonne RH que je suis, on était moins que ça, mais en nombre d'êtres humains composant cette entreprise, on était 16. Le modèle économique, c'est un modèle vraiment basé sur le volume. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est de traiter le textile. Enfin, techniquement, c'est de nettoyer les vêtements. Et du coup, bah, c'est un certain nombre de machines à laver qui tournent pour 4,30 € et en derrière pour 1,40 € de séchoir. Et sur la partie pressing, c'est des paniers moyens un peu plus élevés, mais l'idée est toujours la même. C'est-à-dire que c'est du volume. On est d'ailleurs vu comme des concentrateurs de pollution. Pas qu'on soit plus polluant qu'une machine particulière, loin de là d'ailleurs même, mais comme tout le monde vient chez nous, on concentre effectivement la pollution liée au nettoyage des vêtements. Donc on est pile poil dans une activité de volume, clairement. Avec un contexte, de concurrence, exacerbée? Ouais. Oui. Beaucoup, et encore plus en ce moment, puisque enfin, il y a une nouvelle vague. Mon père dirait que c'est la troisième ou la quatrième qu'il connaît en 40 ans. Mais il y a une nouvelle vague là on monte une laverie pour investir. En gros, des investisseurs qui montent des laveries enfin voilà, dans l'idée c'est quelque chose qui tourne tout seul et en gros on met sur place et puis ça tourne tout seul quoi. Il n'y a pas de contraintes. Et puis c'est mieux que d'investir dans un appartement. Donc là, oui, il y a une petite vague avec quelques vidéos TikTok d'un certain nombre enfin, d'exploitants qui veulent mettre ça en avant et puis du coup aider d'autres à monter des laveries. Donc ouais, là, on est dans une vague un petit peu exponentielle d'ouverture de laveries en ce moment. Donc effectivement, c'est un modèle. Alors, il y a l'ouverture des laveries alors les pressings, c'est un peu moins vrai, c'est un peu moins. J'allais dire porteur aujourd'hui que la laverie libre-service, mais il y a aussi le fait que culturellement en France, 97% des ménages français sont équipés de machines à laver. J'allais dire que mes concurrents ne sont pas mes confrères. Mes concurrents, dans l'esprit de ce que je veux faire avec l'entreprise derrière, c'est plutôt le ménager. C'est le fait qu'on ait chacun une machine à laver de 79 kilos environ à la maison et que pour fabriquer cette machine à laver de 79 kilos, il faut extraire 2 tonnes de matières premières. Donc voilà, c'est plutôt ça mon sujet.
Donc, effectivement, quand tu reprends l'entreprise, il y a des enjeux. Est-ce que tu peux nous les donner, tes enjeux, les défis, les choses que tu dois porter, à ce moment-là en tant que dirigeante, co-dirigeante avec ton frère? Alors, on a, la première chose qu'on a faite, c'est de se poser la question de ce que savait faire l'entreprise, les compétences de l'entreprise. Parce qu'en arrivant, on va se dire, OK, on fait de la laverie, on fait du pressing, on installe du matériel, donc OK, un peu tout ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on sait faire? C'est quoi notre métier? Et donc, on en a créé 3 marques. Et après, ça va être... Excuse-moi, Pardon, je vais te couper parce que vas-y. c'est important de poser les enjeux de départ, Oui, qui sont de développer le pressing et de se oui, faire connaître. Ça, c'est ce qu'on te pose au départ de oui, ta reprise d'activité. Voilà. j'allais y venir Tu as en un parlant des enjeu 3 marques. ouais, tu as un enjeu développement durable Ouais. et effectivement, tu as l'enjeu de développer une marque et là, à la question du pourquoi que tu te poses tout de suite, tu commences par, les compétences de Oui. la boîte. Voilà. Effectivement, dans ce sens-là. Alors, j'allais te le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'effectivement, comme on s'est posé la question du pourquoi, Ouais. une fois qu'on a, enfin, du qu'est-ce qu'on, effectivement, du pourquoi et donc ce qu'on sait faire, est venu assez rapidement. Enfin, mon père étant, euh, enfin, on a clairement, lui et moi, une vision du monde, alors, pas dans les valeurs de fond, hein, une vision du monde différente, mais juste un modèle économique, enfin, une façon de développer une entreprise qui est relativement différente, puisque pour lui, il faut faire du volume. Il faut faire du volume, il faut, sur la partie, effectivement, donc des 3 marques, hein, donc on en est venu à créer, donc garder la marque Lavomatic pour la partie laverie libre-service, une marque qui s'appelle Au Pressing pour les pressings et une marque qui s'appelle Lavopro pour toute l'installation qu'on fait auprès des professionnels de laverie résidentielle ou de vente de matériel pour certains de nos confrères, pour qui on fait la maintenance aussi. Et dans l'idée de mon père, c'est tout ça, faut le développer beaucoup. Faut y aller, faut sortir de la boîte, faut démarcher, faut se faire connaître. Parce que effectivement les compétences on les a. Une compétence qu'on n'a pas du tout et qu'on n'a toujours pas, hein, enfin sur laquelle on est en train de travailler, c'est la partie commerciale. Non seulement on n'a pas la compétence, et en plus on a une aversion à la partie commerciale, au sens où ni moi ni, alors déjà pas notre père quand il était à la tête de la boîte, tout s'est développé en bouche à oreille. Et ni moi ni mon frère n'aimons faire ça non plus. Donc, je dis pas qu'il faudrait pas le faire, mais en tout cas, c'est pas une des choses qu'on aime faire. Et donc, du coup, lui, dans son idée, notre arrivée, c'était OK. Bah, du coup, potentiellement, on ouvre de nouveaux sites. On s'appuie sur ceux qui existent déjà pour ouvrir des nouveaux sites. On travaille beaucoup avec un fabricant de matériel pour avoir du coup des super prix sur les machines, enfin des super prix, des meilleurs prix sur les machines à laver. Et donc on vend du matériel parce que plus on en vendra, plus on aura de prix avantageux. Et l'idée c'était ça en fait, c'était de développer les pressings, la partie pro, les laveries, de se faire connaître. Euh, pour développer en fait le chiffre d'affaires, la pérennité de l'entreprise tel que mon père le voit et qui est pas déconnant. Enfin, je veux dire, voilà. Ah, néanmoins, effectivement, et ce que tu évoquais, Sarah, le deuxième enjeu, c'est que on consomme de l'eau, du gaz, de l'électricité et beaucoup d'eau potable pour faire ce qu'on fait. Donc pour moi, tout de suite, il y a eu quand même un sujet de OK, bah, on lave avec de l'eau potable. Bon, point. Effectivement, cette consommation d'énergie, et vu ce qui s'est passé, je veux dire, dans les années suivantes, on a bien compris le poids de la matière première qu'on utilisait pour faire notre métier, quoi. Donc, effectivement, il y a ces enjeux de développement et en même temps, en toile de fond, déjà dès le départ, qu'est-ce qu'on consomme pour faire tout ça, quoi? Qu'est-ce qu'on mobilise, que ce soit tant en ressources, j'allais dire matières premières, que de ressources humaines, parce que le métier du pressing est un métier aussi physique. Et puis cette notion de quête de sens, voilà, c'était un peu tous ces sujets. C'est OK, j'arrive pour développer une boîte qui est une belle boîte que mon père a sué sang et eau pour amener jusque-là. Mais du coup, comment? Enfin, voilà. Donc là, tu disais, quand on a préparé un petit peu et puis je t'ai souvent entendu le dire, tu étais en erreur 404 sur le sujet environnement
Et la question du pourquoi te revenait sans cesse. Tu n'arrivais pas à répondre à cette question. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu es partie en quête de réponse. Tu t'es inscrite, enfin, tu fais partie du Centre des jeunes dirigeants. Tu étais dans une commission sur les modèles économiques. Tu décides de t'inscrire finalement à un parcours d'accompagnement collectif en Normandie, donc auprès d'accompagnateurs EFC. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Auprès d'accompagnateurs, révélation, une autre phrase que je dis beaucoup quand je parle de cette période-là, c'est que j'ai eu des étoiles dans les yeux. En me disant que quelque part, il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait que je pouvais pas le faire tel que je l'avais appris à l'école ou tel que je l'ai vécu, comme tu l'as dit. Moi, je suis une enfant de l'industrie. Donc, j'ai fait du McDo, j'ai fait de l'industrie automobile, équipementier. Donc, ceux qui travaillent en ligne manufacturing, j'ai adoré ça d'ailleurs. J'ai appris énormément en bossant. Donc, je suis une enfant de l'optimisation à outrance et du volume à outrance. Donc, mais quelque part, j'arrivais pas effectivement à trouver le sens comment je me mettais en mouvement, comment je me mettais en action dans cette idée de développement d'entreprise. Et effectivement, quand j'ai rencontré les personnes qui m'ont parlé des nouveaux modèles économiques et de l'économie de la fonctionnalité, ça a été vraiment une révélation. Je me suis dit, mais il existe vraiment un monde où on peut faire autrement. Il existe déjà des gens qui, depuis des années, savent ou expérimentent d'autres façons de faire de l'économie, d'autres façons de développer des boîtes, et ça a été waouh. Du coup, ça m'a aidé tout de suite alors sur cette fameuse erreur 404, mais de me dire c'est clairement ce chemin-là qu'il faut que je prenne. Je sais pas comment. Je vais me faire accompagner. Vraiment, au début, c'était clairement, ça a du sens pour moi. J'entends, ça résonne, ça fait complètement écho, ça me fait du bien. C'est même ça m'a fait beaucoup de bien. Mais du coup, je sais pas où je vais, je sais pas comment je vais y aller. Enfin, voilà. Donc, tu commences à travailler sur un certain nombre de sujets. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu lesquels? La toute première pour moi, c'était le travail sur les limites. Les limites de notre modèle économique, les limites de notre marché. Ce qui fait finalement, alors moi, je vais le dire. Je vais dire avec mes mots, mais ce qui fait flipper l'idée de reprendre une boîte, quoi. C'est OK, ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des laveries qui se montent dans tous les coins de la rue. On est sur de la consommation d'eau potable, de gaz, de l'électricité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais du chiffre d'affaires, c'est comme ça que je voyais les choses à l'époque, à chaque fois que je fais du chiffre d'affaires, je pollue la planète. C'est-à-dire que là où je devrais être contente de me dire que le chiffre d'affaires se développe, je me dis à chaque fois, là, c'est 90 litres d'eau potable qui sont partis dans les égouts avec des microfibres, avec des micropolluants, avec de la consommation d'énergie qui est gâchée. Enfin, du coup, le fait de travailler sur toutes ces limites, de les expliciter dans le parcours, pour moi, ça a été assez salvateur. Déjà, ça a posé le truc de tout ce qui me faisait peur dans l'idée de prendre une boîte ou de développer une boîte et des risques qu'on prenait. Donc, toutes les limites liées effectivement à nos ressources, toutes les limites liées à notre modèle économique, au sens effectivement comment dire, de la concurrence exacerbée et qui me faisait dire, mais si c'est pour flipper toute ma vie, tous les matins en me levant, et d'avoir que des contraintes, voilà, ça me faisait paniquer. Donc en fait, le travail sur les limites m'a permis de poser les choses et du coup de me dire qu'est-ce qu'on fait effectivement avec ça, là, ce qui s'impose à nous et on en fait quoi. Ça a été le premier sujet. Et ce qui a amené en fait assez rapidement, en lien avec cet exercice-là, sur du coup, je sais plus quand on préparait, j'ai dû dire amener du beau dans du moche, mais la notion du coup à quoi on sert, pourquoi on est là. Enfin, je veux dire, c'est quoi, c'est déjà quoi nos effets utiles liés à notre activité qu'on pratique tous les jours et potentiellement tout ce à quoi on sert sans l'avoir, sans que ça fasse partie de la chaîne de valeur vendue d'un point de vue économique, quoi. C'est OK, on a une laverie en hyper centre-ville, dans un quartier.
Enfin, cette laverie, elle a, et je l'ai pu le constater en y étant, elle fait partie de la vie de quartier. Les gens s'arrêtent, ils discutent avec leurs voisins qui rentrent parce qu'il est en train de laver, etc. Donc il y a ce sujet de à quoi on sert aussi, voilà, en vie de quartier, à quoi, enfin, de pousser, pas simplement, ok, le modèle économique, il est que on met à disposition du matériel, on fait tourner le linge, du coup, voilà, on crée de la valeur économique. Il n'y a pas que ça, en fait. Et ça, voilà, ce travail limite effet utile, ça a été salvateur, je dirais même. Tu t'es mise à chercher finalement où est-ce qu'on crée de la valeur et où est-ce Oui, qu'on détruit de la valeur. Ça, je ne l'invente pas, tu l'as dit. oui. Je le dis tout le temps. Voilà. C'est un truc je vais dire, oui, c'est ma méthode de travail maintenant. C'est-à-dire que, alors il y a cette notion de pourquoi qui est toujours en toile de fond, c'est de revenir à ce pourquoi on fait les choses déjà, et du coup, effectivement, quand ce pourquoi est créateur de valeur, parce que je le dis déjà là, euh, alors, je ne sais pas pour les autres entreprises, mais en tout cas, chez moi, il y a souvent la réponse quand je pose la question de pourquoi on fait ça. Exemple, mon préféré, c'est le plastique sur les vêtements. Quand ils sortent du pressing, on me répond bah, parce qu'on a toujours fait comme ça. Et alors là, cette phrase-là, c'est quelque chose qui, pour moi, je me dis, bon, allez, là, j'ai un boulevard devant moi, on va pouvoir travailler un peu, ça va être sympa. Et du coup, c'est vraiment la toile de fond, ça reste le pourquoi. Pourquoi on fait les choses? Déjà, arrêtons de faire des choses où ça n'a plus de sens, en fait. Et si ce pourquoi reste créateur de valeur, s'il y a du sens à le faire, comment on le fait? Et effectivement, ma méthode de travail aujourd'hui avec les équipes et tout, c'est ça, c'est de se dire, est-ce que dans ce qu'on s'apprête à faire, que ce soit un petit projet vraiment de rien, c'est-à-dire commander des bannettes pour le pressing en plastique acheté chez Action, ou des gros projets qui sont en l'occurrence le fait de créer une station de traitement des eaux au sein d'une de nos laveries, c'est un projet qu'on a en cours pour se passer de l'eau potable. Enfin voilà, pourquoi on fait les choses et après comment on les fait, avec qui on les fait. Si on revient sur les effets utiles d'une laverie dans un quartier, on a parlé de lieu social, de vie de quartier. Il y a d'autres effets utiles, j'imagine, que tu as développé et que tu as travaillé, la question de l'hygiène. Mais aussi cette idée que c'est plus écologique de venir laver son linge en laverie que d'avoir son propre matériel à la maison. Et puis, tu travailles sur un effet utile qui te fait un peu basculer finalement dans ta raison d'être. C'est celui de faire durer le textile. C'est à ça que tu contribues en réalité. Et tu passes du coup de concentrateur de pollution à préservateur de textile et créateur de liens sociaux. Et l'idée, c'est si on traite mieux nos vêtements, on allonge la durée de vie de nos vêtements. Oui, complètement. Quand on a commencé le parcours, je me présentais comme une nettoyeuse, excusez-moi du terme, mais voilà. Et maintenant, effectivement, je dis que notre raison d'être, c'est préserver les. Alors, je dis que notre raison d'être, c'est d'être un acteur de la. En tout cas, ce qui nous met en mouvement, c'est d'être un acteur de la filière textile dans l'objectif de changer l'usage qu'on a du textile pour qu'il serve à l'hygiène, effectivement, parce que c'est quand même la base de notre métier, hein, au confort et à la soutenabilité du vivant. Voilà comment aujourd'hui je parle de notre métier. Nous, on fait partie sur toute la filière textile. On est en fonction des lectures entre 15 à 30% de la pollution. On est en fin de chaîne, mais on représente 15 à 30% de la pollution de la filière textile à notre niveau, de par la manière dont on nettoie, effectivement, et le fait que 70% de nos textiles sont en synthétique, et du coup, qu'à chaque fois qu'on les nettoie, on envoie des millions de microplastiques dans les océans. Je la fais courte, mais c'est voilà. Et effectivement, aujourd'hui, nous, on œuvre en se disant, mais nous, on nettoie, on fait partie d'une filière de la fabrication, j'allais dire, à la fin de vie des textiles complète. Et en fait, parce qu'on est à un échelon où justement l'idée, c'est si on nettoie bien, on préserve.
on a un enjeu de réduction en fait de la pollution de l'industrie textile, sachant que pareil, en fonction des lectures, c'est la deuxième ou la quatrième industrie la plus polluante au monde. Et effectivement, on sait du coup sur le travail avec les effets utiles notamment, mais aussi, enfin, la notion de coopération, nous, c'est un truc qui nous a énormément marqué, et de se dire qu'en fait, on doit sortir de chez nous pour travailler avec toute notre filière. Il faut qu'on aille travailler avec les fabricants, il faut qu'on bosse avec les fabricants pour savoir comment ils fabriquent et comment eux se posent la question de l'entretien. Il faut qu'on travaille à la sortie de notre filière, c'est-à-dire nous, les vêtements, ils viennent chez nous. À un moment donné, on peut dire aux gens, ne les jetez pas. En France, c'est une catastrophe la manière dont on recycle le textile, mais ne les jetez pas comme déchets ultimes. Ramenez-les-nous, on va pouvoir faire des choses avec. Je viendrai peut-être sur cet exemple tout à l'heure, mais comme créer des housses pour emballer les couettes qu'on rend à nos clients au pressing plutôt que de mettre du plastique autour, et que, du coup on crée des housses avec les anciens draps des clients puisqu'on a des couturières, et du coup ils repartent avec leur housse qui devient en fait une protection de leur housse, enfin leur ancienne housse de couette devient une protection de housse l'été quand tu n'as plus besoin de ta couette plutôt que d'avoir du plastique pour faire ça. Enfin voilà, il y a... Concrètement, ce changement de proposition de valeur, ça implique pas seulement un changement de vocabulaire, mais une vraie transformation profonde dans les décisions stratégiques, au niveau des clients et Oui. surtout au niveau de tes collaborateurs. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples dans les Voilà. J'en ai un qui est pas mal pour faire le lien avec la création de valeur, mais on parlait de la notion de commerce en disant que c'était pas du tout un truc qu'on savait faire, qui faisait pas partie de l'entreprise en tant que telle, en tant que fonction. Et en fait, j'ai mon ancienne responsable des pressings dont la passion est clairement le textile et les gens, mais qui est venue me voir il y a 1 an et demi en me disant, Laure, enfin, globalement, j'ai fait le tour de mon poste, et moi, j'aimerais parler de l'entreprise à l'extérieur. On a besoin de se faire connaître, il faut que les gens entendent parler de nous, etc. Donc moi, je voudrais le faire. Donc elle n'a pas de formation de commercial à la base, elle est employée de pressing polyvalente, elle était manager de l'équipe, elle a développé la partie interne de l'équipe, etc. Mais elle me dit ça, et alors là, j'ai fait ce que moi, j'aime faire, pour le coup, c'est-à-dire créer les conditions pour les gens de s'épanouir et justement de proposer des choses qui font grandir l'entreprise. Et du coup, on l'a mis en poste, sauf que comme ça ne nous parlait pas, la partie commerce, elle s'appelle responsable de la proposition de valeur. Parce que ça nous parlait à toutes les deux, de dire à l'extérieur, en fait, qu'est-ce qu'on peut créer comme valeur auprès de nos clients, et même pas auprès de nos clients. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des problématiques d'entretien. Je pense à l'exemple notamment des associations. Il y a diverses associations qui viennent à nous pour qu'on les accompagne aussi pour permettre en fait la dignité humaine, tout bêtement, hein. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la rue et que vous pouvez pas nettoyer vos vêtements, enfin, voilà. Alors, je m'égare un peu, je vais revenir, mais bon, globalement, elle s'appelle responsable de la proposition de valeur. Ça fait 1 an et demi qu'elle a pris son poste et elle est accompagnée pour développer. Alors, on utilise des outils un peu classiques de ce qu'on appellerait en école de commerce, hein, un plan d'action commerciale, etc., mais un peu adapté à notre sauce. Et elle est en fait elle est avec moi sur toutes ces questions de pourquoi on fait les choses, comment on va les faire, avec qui on va les faire. La petite anecdote d'hier, elles m'ont fait rire, c'est qu'elles ont en ce moment, elles bossent avec la nouvelle responsable des pressings du coup, et elles bossent toutes les deux ensemble sur cette partie-là, et elles étaient hier en train de regarder comment maintenant on laissait des voitures de l'ensemble de l'entreprise sur des parkings non payants, enfin en périphérie de Rouen, pour que tout le monde vienne plus ou moins en trottinette électrique, vélo électrique au boulot, etc. Bon, moi je prends en charge 100% du transport, mais en commun. Enfin, c'était anecdotique, mais ça m'a fait énormément plaisir hier parce que voilà, elles sont en train de réfléchir à ça avec toute l'équipe en fait. Pourquoi on vient au travail avec la voiture alors que dans Rouen c'est super compliqué de se garer, etc. Enfin voilà, c'est complètement anecdotique, mais c'est un exemple ce qui m'a fait plaisir moi hier pour me dire que même au niveau de toutes les équipes, il y a des petites choses comme ça qui se mettent en place,
qui questionnent le pourquoi on fait les choses et quel impact on a sur notre environnement, quoi. Donc oui, donc ça, c'est un exemple, Ça, cette c'est un création de exemple poste. d'un point de vue du personnel et des équipes que Oui, tu nommes les membres de ton équipe, ouais. avec un aspect très organique. Oui. Au niveau du modèle et des décisions stratégiques de l'entreprise, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la transformation qui s'est opérée, notamment dans le budget principal? Alors, tu veux parler de mon business plan? Oui, Par exemple? c'est pas en ces termes qu'on le nommerait, mais effectivement, peut-être sur ce que ta proposition de valeur te permet de changer dans ta stratégie d'entreprise. Oui, ok. Voilà. Alors, quand la première fois j'ai écrit l'histoire pour présenter aux banques, pour acheter la boîte, j'écrivais qu'on allait tout bêtement ouvrir des sites, beaucoup, enfin beaucoup, qu'on allait ouvrir des sites et que classiquement on allait développer en ouvrant plus de sites, donc plus de chiffre d'affaires, etc. Aujourd'hui, je dis plus du tout qu'on va ouvrir des sites. Alors, je dis pas que je suis pas ouverte à l'opportunité de racheter des choses un jour, mais pour l'instant, c'est plus du tout le sens de l'histoire. Je dis, on va prendre soin de ce qu'on a et on va déjà regarder ce qu'on a. Et encore une fois, cette question du pourquoi et du comment, c'est-à-dire que commençons par nous questionner de la manière dont on fait les choses en interne et de re-questionner nos process de service. Dans le sens, déjà, sortons peut-être de l'optimisation à outrance. J'ai une vraie question, mais là, c'est plutôt à terme qui me travaille en ce moment sur cette notion d'opposition entre la robustesse d'une entreprise, parce que pour moi, il faudra qu'elle soit robuste pour tenir les enjeux qui vont venir, plutôt qu'une entreprise hyper efficace ou hyper efficiente. Donc bon, ça, c'est dans le coin de ma tête, c'est pas le sujet du jour, mais du coup, voilà, c'est de re-questionner nos process, c'est de se dire, bah, si on consomme moins, c'est tout bête, hein, mais vraiment là, c'est si on consomme moins de choses parce que le premier réflexe, c'est pas d'aller acheter quelque chose à l'extérieur alors qu'on a des choses en interne. Autre exemple qu'on est en train de faire là en ce moment avec les équipes, elles ont redéplacé, enfin, elles ont besoin d'être sur un site en particulier pendant quelques mois. Là, elles se sont fixées des objectifs sur un site en particulier. Du coup, elles ont recréé ce qu'elles appellent, d'ailleurs, j'y vais juste après euh, l'exercice, elles ont créé ce qu'elles appellent un QG et elles ont besoin de bureaux, etc. Et normalement, avant, il y a un an, on aurait été acheter des bureaux chez quelqu'un que j'apprécie beaucoup à Rouen, qui fait de la bureau de seconde main. Là, les filles m'ont dit, mais attends, moi j'ai un bureau qui dort à la maison. Elles se sont mises comme ça et tout. Et donc l'idée, c'est que je vais acheter à mes collaborateurs pour une somme a priori symbolique, mais ce qu'on aurait peut-être trouvé sur Vinted ou sur Le Bon Coin, le matériel qui va occuper cette pièce parce que bah, c'est du matériel qui dort chez elles et elles me disent mais non, on vous le donne parce que de toute façon, ça me débarrasse. Et en fait, quand on remet de la valeur, enfin c'est comme ça que je le traduis, ça n'engage que moi, mais quand on reprend le temps de regarder pourquoi on fait les choses, on remet de la valeur sur les choses et on se rend compte qu'on a déjà énormément de ressources pour faire. Et du coup, bah, économiquement parlant, on fait des économies parce qu'on dépense moins. Et comme on fait des économies, on a une meilleure rentabilité. Et mon sujet aujourd'hui, c'est plus de développer à outrance le chiffre d'affaires. Mon sujet aujourd'hui, c'est d'avoir une belle boîte rentable. C'est-à-dire qu'on a un beau résultat en fin d'année, enfin un beau résultat et qu'on est payé bien, enfin et qu'on ait investi, qu'on ait réparti la richesse créée par l'entreprise sur des actions qui ont du sens pour tout le monde, quoi. Et qu'à la fin, ça effectivement, c'est pas un gros mot d'être rentable du tout, bien au contraire. Enfin, il faut être rentable parce que sinon on est mort. Si on est mort, on fait rien. Donc c'est pas du tout le sujet. Hein, c'est pas de problème avec le fait de gagner de l'argent. Juste, je le prends plus par le développement du chiffre d'affaires à outrance, je le prends plus en me disant, bah tiens, on a déjà entre les mains quelque chose de beau, comment on le rend plus beau? Et si on prend l'exemple de l'eau, tu as déjà des petits bilans un petit peu parce que tu as transformé, tes machines, ce que Mm. tu n'as pas dit, mais tu as beaucoup travaillé sur les machines. Ouais. Et sur tout ce que tu pouvais faire pour limiter la quantité de lessive qui est toujours en surdose par les utilisateurs, les usagers, et des machines qui calculent au poids et qui, du coup, utilisent la juste quantité d'eau également. Et ça, c'est des résultats, des investissements qui payent. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu tes bilans sur l'eau, par exemple, dont tu es Yes. extrêmement satisfaite?
Alors, effectivement, on a refait une laverie rue d'Amiens à Rouen complètement. Et comme j'étais pile poil dans le parcours à ce moment-là, se sont déjà posé plein de questions à la rénovation. On devait la rénover. Mais on s'est posé effectivement ces questions la consommation d'eau, de détergents, de microfibres, etc. Ce qui fait qu'on a, sur ce site, il y avait deux activités, une laverie libre-service et un pressing en aquanettoyage. Et quand on a creusé la question de comment on fait pour qu'elle soit moins consommatrice d'énergie, d'eau, etc., qu'on fasse le même métier avec moins de ressources mais mieux, et ben le fournisseur qu'on a trouvé répondant le mieux à nos préoccupations faisait que, effectivement, les machines, bon, c'est un sujet, mais les séchoirs, par exemple, pour qui consomment moins d'énergie et qui gardent mieux les calories au centre du tambour, étaient plus isolés. Et le fait qu'ils soient plus isolés faisait qu'ils ne pouvaient plus être superposés. Ce qui faisait qu'on avait besoin de plus de place pour pouvoir répondre à la demande quand même de séchage dans la laverie. Et du coup, on a pris la décision déjà de fermer un pressing. Alors, parallèlement à ça, on avait racheté un pressing qu'on rénovait aussi par ailleurs. Donc, ça a été déjà une première décision, c'est de se dire, on garde la place pour la laverie, on ferme l'activité pressing. Ça n'a pas été une décision simple, mais du coup, on l'a prise en ce sens, en se disant, on travaille vraiment sur comment on fait une laverie qui assure l'hygiène, tout en assurant en minimisant l'impact sur les ressources, on va le dire comme ça. On n'est pas encore dans le régénératif, là, c'est déjà minimiser les ressources. Et effectivement, le matériel qu'on a choisi est un matériel qui estime le poids du linge. Et du coup, on a choisi de ne plus laisser le choix à nos clients et de passer sur la lessive injectée, du coup, on a une grosse installation qui, quand elle estime le poids du linge, calcule la juste dose d'eau potable à injecter pour laver le linge, la juste dose de détergent à mettre par rapport au point du linge, parce qu'effectivement, comme tu le dis, Sarah, on met tous trop, et moi la première, de lessive en se disant, oh là, je vais peut-être en remettre un petit peu là, parce que là, la machine, elle est pleine quand même. Et en fait, c'est contre-productif dans notre raison d'être qui est de préserver le textile, puisque quand c'est mal rincé, comment dire, le détergent reste sur les fibres et ça, en fait, alors le mot n'est pas beau et les scientifiques, certainement du métier, me diraient que c'est pas tout à fait juste ce que je dis, mais en gros, moi, je le dis, ça grignote les fibres du textile et ça aide à son usure et non à sa préservation, quoi. Et donc, du coup, le fait d'avoir travaillé sur la juste dose de lessive, ça nous a permis de travailler sur le nombre de bains de rinçage et donc d'économiser encore de l'eau potable. Et au final, pour cette laverie qui faisait, alors j'ai repris mes petits chiffres comme vous m'aviez posé la question, en 2021, cette laverie, elle faisait, alors laverie plus pressing confondu, faisait à peu près 110 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, et on consommait 2256 mètres cubes d'eau pour ça. L'année dernière, a priori, j'ai pas encore les chiffres complètement exacts, mais on aurait fait 120 000 euros de chiffre d'affaires, et elle a consommé 1340 mètres cubes. Donc, du coup, on a économisé à presque 1000 mètres cubes d'eau. Alors, tout ça est encore je veux dire, à creuser, mais parce qu'on a changé d'activité, etc. Mais en l'occurrence, effectivement, quand j'ai reçu la facture d'eau, c'était fin décembre. C'est la première fois que je suis hyper contente de recevoir une facture d'eau. Mais ça a donné, en fait, ça a rendu les choses un peu factuelles, quoi. J'ai besoin... là, moi, je vous parle de choses qui sont en cours, de plein de questions qu'on se pose, mais Il y en a plein, il y en a plein il y en a plein des choses très factuelles, et notamment au niveau des clients et au niveau des usages. Ta proposition de valeur d'allonger la durée de vie du vêtement et l'économie de la ressource t'ont fait aussi changer des choses avec tes clients. Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple du repassage? Donc, au pressing, on a beaucoup de clients en ce moment qui sont des conciergeries Airbnb et qui donc s'approchent de nous pour qu'on traite le linge, donc du linge qui est utilisé une nuit pour un client. On consomme 90 litres d'eau, détergent, etc. Pour le nettoyer. Et le lendemain, il revient pour le même exercice puisqu'un nouveau client aura dormi une nuit dedans, etc., etc. Et souvent, les conciergeries nous demandent est-ce que ce linge soit repassé. Et du coup, mes collaboratrices, à juste titre, me disent, mais nous, on fait tout à la main. Donc, elles me disent, repasser du drap à outrance, ça fait un trouble musculo-squelettique, c'est hyper physique, c'est pas super fun comme job. Enfin, voilà. Elles me disent, il faut acheter une grosse calandre. Une calandre, c'est une grosse machine dans laquelle vous clipsez votre drap et puis ça passe dans la machine et ça repasse le drap.
Et du coup, dans ces questions du pourquoi, moi j'ai dit, mais pourquoi on repasse en fait? C'est pas que j'ai de problème à acheter une calandre, mais pourquoi on repasse des draps qui vont être réutilisés la nuit d'après par d'autres gens et ainsi de suite, 365 jours, un quart, tous les ans, enfin voilà. Et du coup, elles m'ont répondu, bah, parce que c'est notre métier. Je dis, bah non, votre métier, c'est de connaître le taux d'humidité résiduel du textile pour qu'il soit sorti de séchoir au moment où, grosso modo, ça fera 80% du job, quoi. Ils me disent, ouais, mais c'est vrai. Et puis, donc, elle le plie tout de suite. Et du coup, ça fait 80% du job. C'est pas exactement dans le même résultat de qualité perçue que le repassage, mais globalement, ça fait le job. Et on me dit, oui, mais c'est pas ce que nous demandent nos clients. Je dis, bah, OK, alors discutons avec nos clients. Et en fait, c'est un truc qu'on est encore en train d'expérimenter, mais l'idée, c'est de travailler en leur disant, OK, ce que tu me demandes là, la réponse à ton besoin, c'est euh, ça consomme ça d'eau, ça d'énergie, ça de ressources immatérielles humaines, et ça te coûte tant. Moi, je vais te proposer quelque chose qui bah, consommera ça d'eau, enfin, moins d'énergie, etc., moins d'humains potentiellement, donc ça te coûtera en plus moins cher puisqu'on a moins de main-d'œuvre derrière. Et allons au bout des choses, expliquons, communiquons dans ton Airbnb en expliquant que tu bosses avec un pressing voilà, enfin, dont le process, c'est de consommer moins d'énergie. Et donc, du coup, effectivement, les draps sont pas repassés. Alors, en plus, ma conviction personnelle, c'est que les trois quarts du temps, les gens le verront pas, hein. Mais bon, ça reste ma conviction perso. Mais dire que effectivement tu communiques dessus en disant bah nous on a choisi de pas repasser les draps parce que voilà ce que ça consommait d'énergie, voilà l'économie d'énergie qu'on fait sur l'année partant de nuit d'utilisateur et en plus lui économiquement il s'y retrouve parce que ça lui coûte moins cher et nous on a plus de marge sur le plié donc on s'y retrouve aussi. Et Donc tu gagnes. C'est pas se tirer une balle dans le pied. On pourrait avoir l'impression que c'est se tirer une balle dans le pied, que de supprimer une activité, mais toi, ouais, tu vois bien où est l'économie de la ouais, ressource. ouais. Dis-nous ce que tu y gagnes à part passer. Eh ben alors, déjà de l'intérêt enfin, encore une fois, c'est peut-être le point d'entrée, mais l'intérêt du job pour mes collègues, parce qu'on passe plus de temps du coup à expérimenter des choses qu'à repasser. Mais après, c'est surtout il y a moins de main-d'œuvre. Donc, enfin, là-dessus, je pense que j'ai besoin de convaincre personne sur le fait alors en tout cas, chez moi, je n'aurais pas la prétention de parler d'autres entreprises, mais chez moi, mon plus gros poste, ou mon plus gros investissement, je préfère le voir comme ça, mais c'est la main-d'œuvre, clairement. Donc, moins je mets de main-d'œuvre, moins les tarifs sont élevés, entre guillemets. Alors, ça ne veut pas dire que de plier le linge au bon moment, ça t'oblige à être deux, donc enfin, sur des draps, donc potentiellement, enfin, il faut recalculer tout ça, mais ça ne veut pas dire que c'est du simple au double, mais clairement, ça coûte moins cher pour le client d'avoir moins de main-d'œuvre. Donc, lui, il s'y retrouve économiquement. En fait, il n'y a pas de sens. En fait, quand je commence à discuter de ça avec des clients, et là je parle de Airbnb, mais à Sarah et Stéphanie, je vous avais parlé d'un autre client avec qui on avait fait ça, qui De vente à vendait distance, voilà, effectivement. de la vente à distance dans des colis, donc il nous faisait repasser pardon, des chemises qui arrivaient chez le client froissées, puisqu'elles arrivaient par la poste, alors qu'on les avait lavées, repassées, et qu'en plus, probablement, le client, à la fin, relavé parce qu'il savait pas d'où ça venait. Donc on avait travaillé avec lui justement pour prendre cette fameuse photo parce qu'il voulait, en fait, il nous demandait de repasser parce qu'il voulait une belle photo sur Vinted. Donc on a fait le même exercice, il est venu avec ses habits, il a passé une demi-journée avec les équipes sur le pressing, ils ont lavé, ils ont sorti au bon moment du séchoir, ils ont étendu sur cintre et la question c'était de prendre la photo et de voir si la photo restait belle en fait même sans le repassage quoi. Et de rajouter un petit mot sur les vêtements dans le contenant, j'allais arriver quand il arrive chez le client pour dire, OK, bah cette chemise a déjà été lavée dans un pressing avant de vous être livrée, merci de ne pas la relaver en fait, en indiquant où elle avait été nettoyée, etc. Dans l'idée d'économiser toujours ses ressources et en fait d'arrêter de faire des choses qui servent à rien en fait parce que ça a été fait avant il y a en fait on a créé de la valeur qui est détruite tout aussitôt par l'usage qu'on en fait donc c'est plein de petits exemples comme ça où du coup ça nous oblige et je trouve ça plutôt très sympa à reparler avec les gens. C'est-à-dire que les clients ne viennent pas juste derrière le comptoir pour récupérer leurs vêtements. Et c'est quand même la base aussi du métier du pressing. C'est-à-dire que plus elles savent de choses sur les tâches, normalement, plus
elles savent les traiter. C'est-à-dire que moi, j'étais pas du tout de ce métier-là, j'ai découvert ça avec elles. Plus elles ont d'infos, ne serait-ce que même sur les traitements que vous utilisez et tout, parce que ça peut agir sur la tache de sang qui est présente sur la chemise, et plus elles peuvent traiter facilement les taches et donc préserver le textile. Donc ça remet en fait pour moi de la valeur aussi à leur métier, qui est de se dire, bah, c'est pas passer du temps à parler avec les gens, communiquer avec les gens, coopérons avec nos clients. Enfin, et c'est Et quand même tu considères nettement ce plus sympa temps-là que de repasser, pardon. non, c'est moi. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais T'en tu prie. considères ce temps comme un investissement en réalité Oui. Ah bah euh, clairement, sur les ressources qui sont dans ton entreprise. tout à fait. Ok, alors on a des petites questions. On avait prévu un temps de 2 questions. Alors, on a une question d'Élodie qui dit: est-ce qu'une évaluation économique a été faite de cette démarche de sobriété? Si oui, combien et comment s'y retrouve l'or économiquement? Alors, Pas obligé de nous là, sortir les chiffres tout de suite ou d'aller les chercher. alors la réponse là est alors une étude économique pas encore, enfin je veux dire pas encore. C'est-à-dire que c'est un des sujets qu'on a et c'est là où ça crée aussi pour moi de la valeur dans le job des gens, c'est que c'est un truc qu'on est en train de faire avec les filles, de se dire combien nous coûtent les choses. Et quand je vous dis avec les filles, alors là je parle des filles, mais on a quand même des hommes hein, dans l'entreprise, sur la partie technique notamment, mais c'est de se dire combien ça nous coûte de repasser une chemise, combien et combien effectivement, si on le fait autrement, ça nous coûterait et du coup, qu'est-ce qu'on y gagne? C'est exactement l'exercice de l'année 2025. C'est un peu le sujet de l'année 2025, c'est qu'on a passé 2 grosses années là à faire des gros investissements. Je vous parlais de rue d'Amiens. Donc ça a été 4 mois de travaux, on a tout fermé, tout cassé. Après, on a enchaîné avec un autre site euh, qui, pour le coup, a été étudié plutôt sur comment on commande le moins de neuf possible. Donc c'est un pressing, on l'a rénové. On a mis des tables neuves, évidemment, parce que pour les troubles musculo-squelettiques, ça n'avait pas de sens, ça détruisait de la valeur humaine que d'être sur du seconde main, sachant que les secondes mains, dans le métier du pressing, c'est vraiment des machines qui ont vécu, vraiment vécu, beaucoup. Donc c'était plutôt contre-productif et destructeur de valeur que créateur de valeur pour les filles. Mais à l'inverse, tout le reste du matériel qui est dans le pressing a été, quand c'était pas nécessaire d'acheter du neuf, on a tout pris en seconde main. La grande majorité des machines sont de seconde main, ce qui était ma frustration rue Lamien. Parce que rue Lamien, quand j'ai dit à mon fournisseur, OK, ce matériel-là, je sais que ça fait au moins ça, c'est cool, il estime le point du linge, on va économiser les ressources, etc. Sauf que ce matériel-là, enfin, ça fait 7 ans au moins que vous l'exploitez, vous avez forcément une filière de seconde main. Comme ça, on ne produit même pas le matériel neuf. Et là, on m'a regardé avec des grands yeux, comme on me regarde souvent dans mon métier, en mode non, mais en fait, on ne fait pas, on vend du neuf, nous. Donc, c'était ma frustration rue d'Amiens, c'est de ne pas avoir poussé l'exercice jusqu'à ne pas fabriquer du matériel neuf. Parce qu'OK, il économise de l'eau et de l'électricité. Et là, j'en reviens à la question qui est posée, c'est-à-dire comment tu estimes quelque part que, OK, j'ai acheté du matériel qui consomme moins d'eau, moins d'électricité, moins de gaz, c'est top, sauf qu'il a coûté quoi à la planète pour être fabriqué ce matériel? Et donc, c'est toute la question systématique de qu'est-ce qu'on a créé comme valeur par rapport à la valeur qu'on a détruite. Et du coup, c'est l'exercice là. On ne l'a pas fait encore comme ça. Je ne saurais pas dire exactement en fonction des choix parce qu'on est vraiment on est vraiment en train Oui. d'avancer. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que l'entreprise aujourd'hui, elle fait 1,4 million de chiffre d'affaires et qu'on est 24 collaborateurs. Quand je suis arrivée, on était 16, on faisait 820 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, alors le chiffre d'affaires fait pas tout, encore une fois. Hein. Comme je disais à Sarah, l'année dernière, on a fait un bilan à moins 50 000 parce qu'on a fait énormément d'investissements, parce que voilà, il fallait absorber et tout. Et j'aurais envie de vous en reparler quand on aura sorti le bilan 2024, parce que celui-là reviendra dans le bon sens. Mais C'est ça, voilà, tu es en trajectoire, exactement. tu expérimentes, tu acceptes, parfois, de te planter sur certaines choses, tu renonces à certains, investissements, et puis tu avances en fait. Tu es pas capable aujourd'hui de Non, c'est dire, ça. à un instant T, économiquement ce que ça apporte. Mais bon, les chiffres C'est quand l'enjeu même, 2025. Je me voilà. permets, c'est vraiment l'enjeu 2025. C'est ça, bah tiens, on Moi, peut en enchaîner 2025, là-dessus effectivement, voilà. sur tes défis et tes projets, 2025.
parce que c'est clairement ce qu'on, très souvent, notamment dans ma sphère amicale, on me dit, mais oui, mais du coup, avec ça, tu fais pas d'argent, c'est un grand classique. Et je dis, bah si, concrètement, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'à ISO chiffre d'affaires, voire peut-être à le chiffre d'affaires qui se développe un peu quand même, mais globalement, ISO chiffre d'affaires, on va se poser la question de ce qu'on dépense en face, et donc plutôt dans l'esprit. Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on a expérimenté jusque-là, c'est on est plutôt sur effectivement renoncer à faire des choses, mais renoncer bah, là, je parlais des plastiques. En fait, c'est renoncer de manière globale là, sur tout ce qui a usage unique dans l'entreprise. Donc, effectivement, le matériel plastique pour emballer les vêtements, etc., etc., parce que ça n'a pas de sens, c'est contre-productif pour préserver le textile, justement. Ça n'a de sens que de sortir du pressing, d'amener ton vêtement dans la machine, dans la voiture, et quand tu arrives à la maison, la première chose que tu fais, c'est arracher ce plastique pour le jeter à la poubelle. Donc, en fait, on travaille sur toutes ces choses-là, mais du coup, d'un point de vue purement comptable, on va retirer des charges. À ISO chiffre d'affaires, moins de charges, meilleur résultat. Alors, je suis pas comptable, hein. Ma sœur est comptable. Enfin, moi, je suis RH. Mais, euh, mais voilà, c'est aussi mécanique que ça. Et c'est typiquement l'exercice de 2025. On a fait énormément de choses sur les 2, 3 dernières années en investissement assez classique, j'allais dire, économiquement parlant. Et effectivement, là, c'est un petit peu... je peux peut-être juste évoquer le fait qu'on a, après l'économie de la fonctionnalité, nous, on s'est engagé dans la Convention des entreprises pour le climat. Et notre feuille de route, elle est là. C'est comment, effectivement, aujourd'hui, on travaille sur ce qu'on a, sur nos ressources, sur prendre soin, sur préserver, sur renoncer. Et donc, effectivement, je compte bien sur le bilan 2025 pour démontrer que ça peut être très enthousiasmant, humainement parlant, en qualité de travail, enthousiasmant, joyeux, et qu'effectivement, en bas de page, purement et simplement économiquement, on s'y retrouve. C'est complètement l'enjeu 2025. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller bien quand même, hein. Stéphanie, est-ce que je te relaisse la main, la parole? Est-ce que tu as repéré des questions? Bah, je pense que peut-être pour relister je vais relister peut-être les 3 défis, que tu nous avais évoqués, puis derrière prendre les questions avant de faire tu avais dit que tu avais tout un travail que tu allais mener sur, la confiance, des collaborateurs, donc ce qu'on appelle nous le développement des ressources, vraiment immatérielles côté collaborateur. Il y avait embarquer tes autres acteurs, parce que Oui. on en a parlé tout à l'heure, hein, ton écosystème. Et puis, tu nous as parlé de quelque chose qu'on trouve intéressant en économie de la fonctionnalité, de la coopération, c'est le partage de la valeur avec le client. Ah oui, C'est une piste que tu veux creuser aussi. tout à fait. Si tu économises sur le séchage, par exemple, peut-être Ouais. tu peux nous en dire 2 mots. Le pilotage, tu en as parlé, et puis après on passera aux questions, mais je trouve que c'est intéressant ce partage de la valeur côté client. Qui n'est pas effectif aujourd'hui, hein, mais Ouais. alors dans notre métier de laverie, pour le coup, souvent les gens donc lavent et ensuite sèchent. Et ils sèchent, ils ont tendance à c'est 11 minutes de séchoir. Et du coup, souvent ils font 1, 2, 3 cycles pour se dire ah, ce sera bien sec. Alors autant vous dire que c'est tout sauf ce qu'il faut faire pour préserver le textile. Du coup, souvent les gens, ils retirent leur linge du séchoir, ils s'ébouillantent avec le linge hein, quand ils le sortent du séchoir. Alors ça, vous pouvez faire la même expérimentation à la maison, hein, ça marche aussi sur les séchoirs, j'allais dire, à domicile. Et du coup, bah, le linge est largement séché, voire, enfin, il cuit, quoi, enfin, il cuit le textile. Donc, ce que j'aimerais faire, parce que là encore, pour l'instant, je n'ai pas de réponse de mon écosystème direct et on me regarde avec des grands yeux, mais ce que je souhaiterais faire, c'est que, comme l'enjeu, c'est le taux d'humidité résiduel, c'est que les séchoirs, une fois qu'ils sont lancés, si le taux d'humidité résiduel est atteint, et ben, qu'il arrête de chauffer. Et on me dit, bah ouais, super, mais ton client, il aura payé pour 3 cycles. Et il va être super content de voir qu'en fait, son hublot, il est froid et qu'en gros, tu l'arnaques parce que le vêtement n'est plus séché alors qu'il a payé. Je dis, bah alors, poussons le bouchon, recréditons la carte bleue. Je dis, si à un moment donné, le séchoir, il n'a pas tourné, on économise les ressources, puisqu'on n'aura pas utilisé de gaz, parce que chez nous, les séchoirs sont au gaz. Et d'ailleurs, ça, c'était une autre discussion d'apprentissage quand on a décidé de refaire la laverie. Est-ce qu'on passe tout électrique ou est-ce qu'on gaze du gaz? Puisqu'on avait fait un bilan carbone sur la laverie. Bon, enfin, c'est une autre histoire, bref. Et du coup, on économise la ressource planétaire, on économise le matériel, il tourne moins, on préserve le textile, c'est quand même un peu notre métier. Et effectivement, et ben, s'il n'y a pas eu de consommation, trouvons un moyen de recréditer la carte bleue du client des séchoirs qui n'auront pas tourné. Et c'est là où, pour l'instant, je n'ai pas de réponse, Stéphanie. Mais c'est mon sujet. Oui, c'est un défi.
Ouais. On vous Voilà. propose de prendre des questions et présentez-vous et posez-les, voilà, au fur et à mesure. Je ne sais pas qui veut, à quoi on n'a pas, voilà, à quoi on n'a pas répondu. On a 5 minutes pour la question, après la petite synthèse et après, les prochains rendez-vous. Voilà, mais voilà, qui Moi, veut prendre la je parole veux et voilà. bien. Je suis Benoît Corée d'Orléans. J'ai juste merci beaucoup pour l'exposé. J'ai une question qui a été en partie traitée, hein, mais comment vous arrivez à capter du retour utilisateur et client sur la qualité du linge? Est-ce que en fait vous avez des clients qui vous disent, ah ouais, bah, je me rends compte que j'en sais rien, mon pull il est plus doux, je me rends compte que, etc. Est-ce que vous avez ce genre de feedback et comment c'est traité, capitalisé entre guillemets tout ça? Alors, sur la partie pressing, oui, les filles en ont, mais alors c'est pas capitalisé du tout encore aujourd'hui. C'est un des enjeux de la responsable de la proposition de valeur. Elle est en train de mettre en Mhm. place justement un petit peu comment structurer le retour client. Donc sur la partie pressing, très souvent, ce qu'on va avoir, c'est surtout l'effet waouh, j'ai plus de tâches, quoi. C'est-à-dire que le vêtement, j'étais persuadée parce que c'est de l'encre que c'était mort et en fait, vous m'avez sauvé le vêtement, quoi. Les filles ont régulièrement comment dire, et je trouve ça marrant, mais des bouquets de fleurs, des gâteaux, des bonbons, c'est Ouais, con, ouais. mais On n'est pas sur des euh, petits vêtements forcément, donc ça peut coûter cher, donc on a sauvé le vêtement, quoi. Ouais, c'est ouais. ça. Et du coup, ce qu'on a fait là très directement, par contre, c'est la partie, parce que ça avait complètement du sens pour nous. Là, on est labellisé bonus réparation depuis janvier de l'année dernière, parce qu'ils avaient lancé cette partie-là sur la partie textile. On a été labellisé assez rapidement dans les premiers, parce que du coup, on a des couturières et l'enjeu, c'est comment au-delà de la manière dont tu l'entretiens, c'est comment tu le répares et que tu arrêtes d'en faire un déchet ultime. Hmm. Et comment potentiellement tu lui donnes une seconde vie. Et c'est une des pistes qu'on regarde, c'est comment potentiellement on pourrait monter un partenariat avec Vinted ou même dire à nos clients, à la limite, laissez-le nous et puis et nous, on va l'entretenir et puis on le vendra Ouais, pour vous. Enfin, il y a des milliards de pistes, d'accord. mais l'enjeu toujours, c'est comment on fait en sorte que ce textile qui a été produit, qui a consommé des ressources humaines, parce que socialement parlant, on sait que l'industrie textile, c'est quand même une gentille catastrophe, des ressources planétaires, et que ça va finir à la benne après une semaine d'utilisation. Enfin, j'exagère, hein, je caricature énormément, évidemment. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est un de nos sujets, c'est comment on apprend, sachant que 70% de nos clients sont des particuliers, comment effectivement on arrive à capitaliser un peu ce retour pour pouvoir travailler dessus avec eux. Mais, Côté laverie, par contre, compliqué d'avoir du retour utilisateur. alors on en a, mais plus si tu veux sur la propreté des laveries, sur le fait qu'il n'y a pas besoin de sécher beaucoup parce qu'on les sort bien, parce qu'on a réglé nos machines comme ça. Ok. Mais pas nécessairement. Qualité, pas forcément usage. Enfin, Exactement, ok, absolument. j'entends. Aujourd'hui, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Mais il y a moins, enfin, comme c'est du C'est libre plus service difficile. pour la Ouais, bien sûr. majorité, c'est moins. Mais effectivement, moi, en fait, la question que je me pose beaucoup dans cette démarche-là, c'est de me dire comment, à un moment donné, on sait que notre action a été vraiment C'est ça. suivie d'effet. Et du coup, effectivement, comment on sait si les clients ont gardé plus leurs vêtements ou les ont revendus plus qu'avant, en fait. Mm, Mon mm. vrai sujet, il est là. C'est comment un jour, on pourra dire qu'effectivement, on a préservé, on peut démontrer à nos clients que par notre métier, on préserve le textile. Ouais, Je comprends très bien la question et j'ai pas la réponse pour l'instant. bien sûr. Ok. Bon, merci en tout cas. Je vous en prie. Je veux bien prendre la parole, moi, Stéphanie. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Ouais. Merci Laure, bravo, hein, ça donne vraiment envie et c'est hyper intéressant. J'avais une question, une toute première question, c'était, on entend souvent de la part des dirigeants qui s'engagent dans ces transformations de modèle, le fait que eux voient un peu vers où ils veulent aller et on voit vraiment que pour toi ça a été très éclairant et que tu as eu envie d'y aller, mais on entend aussi souvent de la part des dirigeants comment je fais pour embarquer mes équipes. Quand on t'entend, on a l'impression que c'était très facile. Voilà. Et j'aimerais quand même qu'on puisse évoquer le fait que bah, il y a des étapes à passer et je serais intéressée de savoir comment tu t'y es pris pour que tes 16 collaborateurs, quand tu as commencé à te mettre dans cette démarche-là, bah, tu les as éclairés et tu leur as montré le chemin que tu voulais et tu les as amenés à suivre ce même chemin. Merci. Je t'en prie. Alors déjà, moi, je grandis tous les jours, j'avance tous les jours. Je dirais que si on s'était parlé il y a 2 ans et demi, je t'aurais certainement pas dit exactement ce que je te dis aujourd'hui. Donc, je suis toujours en chemin.
Et alors, il y a deux choses. Comment dire, Stéphanie tout à l'heure exprimait le fait que effectivement j'avais un gros focus formation. Et j'ai un gros focus formation, autant sur les formations compétences, je veux qu'on soit l'éternel apprenti de notre métier, que sur la confiance. En fait, je pense que pour que les gens aient envie d'y aller. Alors, déjà, j'ai un postulat de base, c'est que moi, il faut que ce soit enthousiasmant et joyeux. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout, je me définis pas comme écolo, parce que je trouve que la manière dont on traite les choses, c'est souvent par la punition ou par bout, t'es pas beau, t'es moche. Et je pense qu'on fera pas bouger les gens comme ça. C'est très personnel, mais voilà. Donc, c'est et pour qu'on soit enthousiasmé, je pense qu'il faut qu'on soit d'un collectif, on s'aime soi. Alors je vais aller loin dans ce que je vais dire, mais je suis vraiment sur ce sujet-là. C'est mon plan de formation 2025, c'est comment potentiellement, limite, je donne un coach à chacun de mes collaborateurs pour qu'ils apprennent à s'aimer eux-mêmes. Au sens professionnel du terme, hein, j'ai aucune prétention sur le bonheur des gens au sens large, hein, mais dans l'entreprise, qu'on arrête de passer du temps à chercher pourquoi il y a eu une erreur, parce que l'erreur, elle est juste créatrice de valeur derrière, mais on a encore, pourtant, je n'arrête pas de le dire, et on est encore là-dedans, on passe encore trop de temps à dire, ah, mais c'était pas moi, oui, mais c'est parce qu'il y a ci, il y a ça et tout, enfin, ça crée pas de valeur, ça. L'erreur en crée si on l'utilise, mais et du coup pour moi ça parle de l'estime qu'on a de soi-même en tant que professionnel. Et donc il y a déjà ça, c'est de ne pas passer son temps à être remis en cause par les changements de l'entreprise parce que qu'est-ce que ça veut dire pour moi, parce qu'on va me demander de faire des choses autrement, parce que etc. Et du coup ça me braque parce que j'ai peur de pas être à la hauteur. Donc comment je travaille sur la juste estime du professionnel et le bonheur du professionnel, j'ai envie de le dire comme ça. Et derrière, bah, c'est comment, alors je suis désolée du terme que je vais utiliser, mais vraiment je l'ai vécu comme ça, comment je mets mes couilles sur la table. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment j'y vais, quoi? Comment, bah oui, on fait la fresque du climat, on fait l'atelier d'automne. Comment, oui, c'est plus de la négociation possible, ça fait partie du modèle. Maintenant, on va se poser la question, effectivement, quand vous allez m'acheter des bannettes, parce que je suis plutôt sur le management d'entreprise autogouvernées, hein, clairement, les filles, elles savent que là, elles sont en train d'expérimenter des trucs, je surkiffe ma vie, parce que justement, elles font des trucs sans moi et qu'elles me les présentent après, etc. Mais du coup, elles peuvent aller acheter des bannettes parce qu'elles ont besoin de bannettes pour le pressing, ça a du sens. Mais bordel, pourquoi on les achète chez Action, quoi? Pourquoi on les achète chez Action, chez Incroyable, et qu'on me répond, bah, où est-ce que tu veux que je les achète? Bah, je sais pas, on est en France, on a accès à tout, c'est un pays. Alors peut-être qu'on peut les acheter dans un ESAT, peut-être que quand on fabrique des housses plutôt que d'acheter des housses chez Ikea pour enlever le plastique, ok, c'est plus du plastique à usage unique, mais peut-être qu'il y a d'autres façons de faire. Donc on a été chez un ESAT, on a créé de l'emploi, on a fabriqué avec du coton bio. Enfin, et en fait, c'est vraiment, en fait, à un moment donné, ne plus avoir peur de dire aux gens. En fait, on ne fera plus si vous vous êtes pas posé ces questions-là. Et du coup, ma réponse, Isabelle, ce serait de dire qu'aujourd'hui, c'est de mettre les gens en expérimentation. En ce moment, on ne fait que ça. Hier, là, je vais y aller après. On va travailler justement sur cette notion parce qu'en fait, ceux qui veulent plus ceux qui ont du mal avec le fait qu'on supprime le plastique, c'est pas mes clients, hein, clairement. C'est mes collaboratrices, hein. Parce qu'elles me disent oui, mais s'il pleut, puis machin, et puis ça fait pas bien fini, etc. Et donc là, on est en train d'expérimenter. J'ai une partie de mes employés de pressing, enfin, mais ils m'appartiennent pas, des membres de l'équipe employés de pressing qui sont partis à un salon la semaine dernière à Paris en train, alors que, enfin, c'est pas des trucs pour aller voir ce que c'était que le développement durable sur la partie emballage, pour traiter les 20% de cas où oui, il faudra emballer le vêtement parce que ça a du sens, parce que c'est créateur de valeur, parce qu'effectivement, si tu sors sous la pluie avec quelque chose qui vient d'être nettoyé, ça n'a pas de sens. Parce que oui, peut-être que ça préserve un peu les pulls que tu ranges dans ton armoire. Enfin voilà. Mais c'est du coup, moi je dirais que c'est sur l'expérimentation et je suis pas du tout arrivée, Isabelle, hein. C'est-à-dire que on fait des choses, on expérimente et en plus on s'amuse. C'est-à-dire qu'on passe des moments ensemble. C'est tout con, mais juste on passe des moments ensemble. Par contre, c'est moi qui, pour l'instant, il faut que je sois là. C'est-à-dire que et du coup ça leur va parce qu'elles me voient, elles me disent sinon on vous voit pas. Mais c'est pour moi la réponse c'est expérimenter, oser dire que ce sera le chemin et donc mettre en place des choses, au moins pour qu'elles comprennent pourquoi ce sera le chemin. Donc la fresque du climat, l'atelier d'automne, là en réunion de fin d'année. Alors que j'avais pas osé encore l'imposer, enfin le dire comme ça. Tout le monde me disait oui, t'es comme ça, mais voilà, j'avais pas. Et après, c'est vraiment de l'expérimentation. C'est bah là, on veut arrêter le plastique, mettons-nous ensemble. Pourquoi on a du plastique? Comment on pourrait faire autrement? C'est quoi vos contraintes? Dans quel cas vous, enfin voilà, et le faire ensemble.
On va devoir. On pourrait Pardon. t'écouter Juste pendant pour faire un 2 heures. retour, une conclusion là-dessus, je pense que tu as dit le mot-clé et c'est là où beaucoup de dirigeants d'entreprise doivent, entre guillemets, se faire violence, mais on voit bien que c'est très joyeux, comme tu dis, c'est d'oser expérimenter. On leur dit en permanence en tant qu'accompagnateur, à un moment donné, vous mettez pas des freins, tentez le coup, effectivement, peut-être dans un cadre un peu sécurisé, mais au moins testez. Et là, vous pourrez parler en connaissance de cause et vos peurs, elles vont peut-être disparaître. Donc, cette notion d'expérimentation, c'est vraiment un mot extrêmement clé. Et merci d'avoir insisté là-dessus parce que on se tue à le dire très souvent. Je pense que mes collègues pourront dire la même chose et que c'est là qui est un début de vraiment réponse de transformation dans l'action. Mais Merci il y a encore. cette notion de se jeter dans le vide, hein. Il y a vraiment un moment donné, moi je l'ai vécu, enfin je l'ai imaginé en tout cas dans ma tête, en mode allez, je me lance, je saute, je sais pas où je vais atterrir, mais je saute. Merci beaucoup, Laure. Je pense qu'on aura encore plein de. Alors, hop, il faut que je puisse partager. Est-ce que tu peux réactiver le partage, Colline, ou partager? Normalement, tu dois pouvoir maintenant. Merci. Alors, je vais partager la petite synthèse. Est-ce que vous voyez mon écran? J'imagine que oui. Donc, dans son témoignage, on a vu Laure a abordé beaucoup de concepts économie de la fonctionnalité, de la coopération. On va juste se concentrer sur quelques-uns. En fait, elle maîtrise déjà beaucoup de choses. Elle est très humble, mais on voit que ça a vraiment mûri et qu'elle voilà, elle déroule ça avec une facilité assez incroyable. Donc, on peut démarrer par les effets utiles en haut à droite. Donc, on a bien vu quand un client a recours à un pressing ou utilise une laverie automatique, les effets vont bien au-delà de laver son linge. Elle a parlé de création sociale, mais elle a parlé d'allongement de la durée de vie du linge. Donc, ce travail sur les effets utiles a été remarquable, avec des effets qui sont immédiats, mais aussi médias, qui seront identifiables dans le temps. Elle a évoqué un petit peu la santé des collaborateurs, avec l'utilisation aussi des produits plus sains, mais ça a aussi des impacts chez le client. Dès le début, donc, Laure s'est questionnée sur ses externalités négatives, particulièrement négatives. Une externalité est un effet donc négatif non intentionnel. La quantité d'eau, l'énergie, la pollution de l'eau sur les microparticules, le fait que le client utilise trop de lessive, passe son linge trop longtemps au sèche-linge. Donc, il y a vraiment une envie d'identifier ces externalités négatives et puis de travailler et que ça devienne un levier de développement. La dirigeante s'est aussi appuyée sur les ressources immatérielles pour piloter sa trajectoire. On en a parlé en économie de la fonctionnalité, de la coopération, santé, compétences, pertinence. Il y a eu tout un travail qui est en cours sur la confiance, avec la manière dont elle travaille avec ses collaborateurs, du côté des techniciens et des personnes qui plutôt sont à la vente. Des investissements immatériels sont prévus. Donc, Laure a parlé de ce travail sur le coaching, d'accompagnement de ces équipes, avec des espaces de discussion en interne qui commencent à être ritualisés. Donc, tout un travail sur les compétences, on l'a vu, Laure et ses équipes se forment en permanence, elles vont chercher des réponses sur des salons, auprès d'universités, tu n'as pas pu en parler tout à l'heure, mais bon, sur l'impact de la housse et des poussières sur le vêtement, enfin d'aller très très loin, creuser toujours pour répondre au pourquoi, pourquoi on fait et est-ce qu'on ne détruit pas plus de valeur qu'on en crée. Donc un questionnement permanent chez Laure. Donc ce travail vraiment très important sur ce qu'on appelle donc les ressources immatérielles. Et puis pour finir, on l'a vu tout le long du témoignage, la rentabilité raisonnée. Donc, il s'agit de continuer à rendre ce service accessible financièrement, mais tout en limitant les externalités. Donc, on a un pilotage par l'économie de la ressource et par le développement de ces ressources immatérielles. Donc, hors de question d'ouvrir comme ça de nouveaux pressings ou des laveries, c'est vraiment sortir de cette logique de volume et tu nous l'as magnifiquement expliqué. Donc, merci encore pour ton témoignage. Je vous donne les rendez-vous de 2025. Vous voyez que le calendrier se remplit très vite. Il ne nous reste plus qu'une date qui n'est pas encore
voilà, prise, avec donc cet ensemble de clubs dont je parlais en tout début de Voix de Pionnier, qui se relaient en fait pour animer ces temps, donc le premier vendredi du mois. Vous pourrez retrouver le témoignage de Laure sur YouTube ou Arte Radio en podcast, ainsi que les témoignages précédents. Je vous invite à le faire circuler. Je pense que c'est celui auquel on vient d'assister est particulièrement inspirant, et tu as eu raison de le signaler, Isabelle, tout à l'heure. Ça permet de dire oui, c'est possible, et les dirigeants doivent oser et prendre des risques. Et là, on en a une démonstration extrêmement fluide et concrète et inspirante. C'était un moment très enthousiasmant pour nous tous. Les actualités du réseau, très rapidement, puisqu'il nous reste 1 minute ou 2. Pour continuer à s'acculturer, à sensibiliser autour de nous, à grandir sur ces nouveaux modèles économiques, les différents clubs organisent un certain nombre d'activités. Il y a des fresques de la transition économique. Il y en a une à Toulouse, il y en aura le 10 février, il y en aura également à Paris en mars. Il y a à Paris une introduction découverte de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération en distanciel. On a une formation pour devenir animateur de la fresque. Les clubs régionaux sont en train de lancer leur parcours de transformation pour justement des personnes, des dirigeants qui voudraient faire ce que Laure a fait, c'est-à-dire embarquer dans un parcours collectif pour être accompagnés dans la transformation de leur modèle économique. Et puis, Sarah, donc, qui a animé la rencontre en Normandie. Il se passe également des choses. Le 25 février, il y a une plénière à Évreux. Et les rencontres normandes de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération qui auront lieu le 27 mars au Havre.